Maître Alessiou est professeur à l'Université de Lille et Polytechnique de Lille depuis 1995 à ce jour. Waouh! Alexis, merci encore d'être avec nous. Je ne sais pas s'il y a quelque chose dans cette présentation que je n'ai pas totalement dit. J'ai fait cette présentation sans que vous le sachiez. Alors, essayez de m'étirer. Merci. Vous savez, vous en avez beaucoup dit déjà. Hein. Moi, mon CV, si on veut le faire, c'est sur plusieurs pages parce que avant d'être avocat, j'ai occupé les fonctions d'ailleurs de chargé d'études dans un département, au département du Nord, au Conseil général du Nord particulièrement, de 89 à 2001 avant de devenir avocat. Donc, j'étais chargé d'études dans cette collectivité. C'est un peu comme les États chez vous. C'est une région, dans ma région, dans le Nord. Donc, c'était je dirais, ma première grosse fonction de chargé d'études, c'est-à-dire j'étais un peu un assimilé fonctionnaire et j'avais démissionné de là pour devenir avocat. Donc, c'est le point qui manquait. Après, bon, j'ai été un élu local aussi. Hein. J'étais un élu de la ville de Croix, la ville la plus imposée à l'ISF en France, il faut le savoir, de 2001 à 2007. Donc, j'ai un CV assez très élargi, c'est pour ça. Je ne dis pas tout, mais j'ai fait beaucoup de choses. Je suis presque à la fin de ma vie qu'au début. Merci Serge pour toutes ces recherches-là. Je ne savais pas où vous avez trouvé ça, mais ça prouve que j'ai des informations qui circulent. Et mes informations sont des informations vraies et vérifiables. C'est pas comme ça. Merci Alexiou. Je pense réellement que les Togolais ont saisi donc la démarche pour laquelle aujourd'hui les questions sur le Togo vous impressionnent en tant qu'un avocat, en tout cas professionnel. Je pense que ce sujet que nous allons aborder va nous donner aussi matière à réflexion et que les Togolais doivent nous suivre. Alors aujourd'hui, nous allons parler du Togo en parlant de la note circulaire de Christian Truman. Quelle différence entre un gouvernement intérimaire et un parlement intérimaire? L'imposture de la 5e République au Togo. Alors, Maître Alessiou, prenant en tout cas cette dernière position, parlant de l'imposture de la 5e République au Togo, c'est ce que nous avons mentionné comme titre de l'autre côté sur notre télévision. Alors, qu'est-ce que nous pouvons quand même déduire de ce thème-là, dans un premier temps? Oui, merci. Je pense que c'est un thème qu'on a déjà évoqué. Souvenez-vous, lorsque nous avons appris en catimini qu'il y avait un projet ou une proposition de loi qui avait été déposée visait le changement de la constitution au Togo. On a fait des émissions là-dessus et sur cela, nous avons évoqué ce que vous mentionnez aujourd'hui très clairement en disant l'imposture de la 5e République, nous l'avons évoqué. Pourquoi? Parce que on avait, et je le répète, dit à l'époque que on va partir d'abord sur le principe même de la mise en place de cette constitution. Ce n'est même pas aller chercher le fond de ce qu'il y avait dans le texte. Le texte, on ne l'avait même pas, mais ce n'est pas le contenu qui pose problème, mais c'est la manière dont on a changé cette constitution qui posait ce problème. Donc on avait évoqué le fait que nous avions une assemblée nationale qui a modifié unilatéralement une nuit une constitution, n'a même pas modifié, elle a créé une nouvelle constitution. Or, cette assemblée nationale avait vu son mandat expirer quelques mois avant, sinon quelques semaines avant. Voilà. Et aujourd'hui, pourquoi nous faisons cette comparaison avec la circulaire Trimuin? Parce que dans la circulaire Trimuin, parce que ces gens-là, c'est les mêmes personnes. Hein. Or, vous allez vous-même le voir et vous l'avez lu. Il y a des interdictions qui sont faites. Il y a des choses qui sont interdites. Vous allez développer ça tout à l'heure. Mais donc, dans un premier temps, c'était pour peser, en tout cas, le pouls de ce thème, pour faire comprendre à nos auditeurs et ceux qui nous suivent comment ce thème devra être traité. Alors, Maître Alexiou, je pense que pour cette émission, en première partie, nous allons essayer de parler de la note circulaire de Christian
Christian Tiouma, avec ce que cela comporte comme différence entre un gouvernement intérimaire et un gouvernement parlementaire, et maintenant l'imposition de la 5e République au Togo. Et en deuxième position, nous allons parler des révélations sur l'arrestation de la famille de So Agba Bertin, parce que c'est de cela aussi il s'agit, ce sont des informations, en tout cas qui courent sur la toile médiatique. Alors, partant de là, nous allons quand même prendre notre envol pour ce sujet. Malik Sall étant à la réalisation de cette émission, je voulais vous annoncer que la note circulaire de Christian Tiouma, ministre, secrétaire général du gouvernement togolais, a donc suscité de nombreux débats et interrogations. Il faut dire que cette note précise les modalités de gestion des affaires courantes par les ministres après la démission du gouvernement, divisant cette gestion en trois catégories. Les affaires, en tout cas, les affaires routinières et répétitives, les affaires en cours et les affaires urgentes. Parallèlement, la transition du Togo vers un régime parlementaire serait par une révision constitutionnelle en 2024 a donc transformé le régime présidentiel en régime parlementaire. Cette transition a été perçue par certains comme une manœuvre pour prolonger le pouvoir de la famille présidentielle, soulevant donc des questions sur la légitimité, l'efficacité de cette nouvelle structure politique. Alors, la thématique centrale de cet entretien se base sur l'analyse de la note de Christian Tiouma, la distinction entre un gouvernement intérimaire et un parlement intérimaire, et aussi les implications de la 5e République au Togo. Alors, c'était la thématique. Maintenant, la question qui ressort de cette thématique, comment la note circulaire de Christian Tiouma et la transition vers un régime parlementaire influence-t-elle la gouvernance et la stabilité politique du Togo? Alors, Maître Alexiou étant un avocat au barreau de Lille, vous êtes professionnel, voilà ce qui se passe et je voudrais qu'on réponde à cette thématique-là dans un premier temps. Ok. Je voudrais rappeler d'ailleurs que j'aurais appris que M. Tiouma serait parti en Inde pour aller apprendre, en tout cas s'informer de la manière dont le régime parlementaire fonctionne. Vous voyez, je fais cette première remarque pour dire que, vous voyez, au Togo, c'est toujours comme cela. Ça n'a jamais changé et ça ne changera jamais. Maître Alessi, répétez encore ce que vous venez de dire parce que c'est très grave. On n'est pas prêt et on instaure un régime parlementaire. Et ça veut dire tout simplement qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un régime parlementaire. On a entendu parler, mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut s'y mettre et maintenant se faire ridiculiser. Voilà, Christian Tiouma, ce que vous êtes en train de dire, qui vient d'effectuer un voyage en Inde. Oui, c'est les informations qui sont revenues vérifiables d'ailleurs, mais je pense que des proches de Lomé m'ont confirmé qu'il est parti en Inde parce que c'est un régime parlementaire en Inde pour aller s'enquérir du mode de fonctionnement des régimes parlementaires. Mais au Togo, c'est toujours comme ça. On met toujours la charrue devant les bœufs. On fait les choses avant et après, on cherche ce qu'il faut faire pour réparer je ne veux pas dire un gros mot, mais la bêtise qu'on a commise. C'est de la même manière que quand on arrête les gens au Togo, on arrête les gens et après on va chercher ce qu'on peut leur coller comme prévention, comme infraction. Et il fonctionne comme cela. Donc on a fait une constitution, on a fait un régime dont on ne sait pas comment ça fonctionne. Et après on va apprendre pour savoir comment ça va fonctionner. C'est difficile à dire, mais c'est qu'au Togo qu'on voit des choses comme ça. Ça ne m'étonne plus. Moi, ça ne m'étonne pas aujourd'hui de voir ce genre de choses. Maintenant, ce monsieur a pris une circulaire, en réalité, pour informer le gouvernement de ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Et vous savez pourquoi? C'est parce que le gouvernement a
a démissionné. Le gouvernement de la première ministre, je ne sais plus comment elle s'appelle, avait démissionné, avait remis sa démission à Faure Gnassingbé. Elle vient d'être renommée d'ailleurs. Bon, au moment où elle a démissionné, M. Trimua prend une circulaire pour dire, à partir du moment où le gouvernement a démissionné, vous n'avez plus certains actes, vous ne pouvez plus les faire. Souvenez-vous, moi personnellement, j'avais déjà dit ça dans l'une de vos vidéos en disant quand un gouvernement démissionne, ce gouvernement-là expédie les affaires courantes. C'est ce qui se passe actuellement en France. Mais ils disent que si le gouvernement démissionnaire, ou bien le gouvernement qui ont fait démissionner d'ailleurs, ce gouvernement-là, s'ils veulent remplir certaines fonctionnalités, ils doivent quand même demander ou bien faire des prévisions au gouvernement pour en savoir plus. Oui, alors ça, c'est le côté dictature. Parce que dans un gouvernement normal de démocratie, les ministères ont déjà leurs fonctions et leurs obligations déterminées, soit par leur décret qui les a nommés, soit par des arrêtés qui ont déterminé les fonctions à réaliser. Donc, il n'y a pas d'inquiétude sur ce qu'un ministre doit faire ou ne doit pas. Il sait ce qu'il doit faire. Maintenant, au Togo, c'est autre chose. C'est parce que, de crainte que les gens ne prennent leur liberté, et ils se réfèrent tous à qui? À leur chef, à M. Faure Gnassingbé. Donc c'est pour ça qu'il fait cette circulaire pour dire il y a des choses que vous ne pourrez pas faire. Mais pour certaines choses, par exemple, voyager, sortir du pays, il faut demander l'autorisation au boss. Mais ça existait déjà. Hein. Il a matérialisé seulement. Donc, ce qui veut dire tout simplement quoi? Ce qui veut dire que les gens, ils ont conscience qu'un gouvernement démissionnaire n'a plus l'intégralité des compétences et que les ministres qui étaient en place n'ont plus l'intégralité de leurs compétences. Il ne peut plus nommer les gens, il ne peut plus créer ce qu'on appelle des droits budgétaires, c'est-à-dire il ne peut pas prendre des décisions qui engagent les finances parce qu'ils n'en ont plus le pouvoir. Il ne peut plus... en fait, c'est un jeu de... Est-ce qu'on peut parler vous régulez en attendant. Voilà, vous ne prenez pas les grandes décisions. Vous ne pouvez pas aller à l'international signer des accords, ce n'est pas possible. Est-ce qu'on peut parler d'une certaine suffocation à leur niveau? Pardon? Est-ce qu'on peut parler d'une certaine suffocation à leur niveau? Non, en fait, ce que Trimua a fait, en fait, c'est ce qui se fait généralement partout. C'est une manière de dire, vous n'allez pas, il faut pas, vous ne pouvez pas exercer vos compétences ordinaires parce que le gouvernement n'existe plus. Donc, les compétences qui vous sont attribuées ne sont plus d'actualité. Par contre, comme l'État doit continuer par fonctionner, il y a des choses que vous êtes autorisé à faire. Ce qu'on vous êtes autorisé est très limitatif. On ne peut pas, vous ne pouvez pas tout faire. Mais parce que il faut que l'État fonctionne, il faut que les choses avancent. Il faut que. Est-ce que selon vous, Maître Alexiou, selon vous, est-ce que réellement cette note circulaire affecte-t-elle la gestion des affaires courantes au Togo? Bien évidemment. Bien évidemment que ça affecte les affaires. D'abord, c'est pour cela qu'il a pris la circulaire. Parce que s'ils ne prenaient pas la circulaire, peut-être qu'eux-mêmes se sont rendus compte que s'ils ne prennent pas la circulaire, les gens ne comprennent pas que leurs pouvoirs sont limités. Et qu'ils doivent. La circulaire ne sert qu'à recadrer, à cadrer ce que un ministre, un directeur de cabinet, un secrétaire d'État doit faire et ne doit pas faire. D'accord. En fait, l'objectif est louable, c'est-à-dire informer les gens de ne pas dépasser les compétences qui sont attribuées à quelqu'un qui n'a plus la capacité. Souvenez-vous, j'avais déjà utilisé ce mot-là. À partir du moment où vous n'êtes plus ministre, parce que quand le Premier ministre démissionne, les ministres ne sont plus ministres. Mais ils sont là pour expédier les affaires courantes. Mais ces affaires courantes, c'est ce qu'il a limitativement énuméré dans sa circulaire. D'accord. On va aller un peu plus rapidement, M. Alexiou, parce que nous avons quand même 2
thème à débattre. Il faudrait qu'on finisse cela avec réellement notre professionnalisme. Alors, pour ne pas aller loin, quelle différence faites-vous aujourd'hui entre les fondamentales, c'est-à-dire entre un gouvernement intérimaire et un gouvernement parlementaire? Très bonne question. En fait, c'est la question fondamentale. Elle est intéressante, M. Yawa. Elle est intéressante en ce sens que c'est très bien que ce soit un membre du gouvernement de Faure Gnassingbé qui fasse cette circulaire en disant, vous savez, le gouvernement a démissionné, donc vous n'avez plus les compétences d'un ministre. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a pas de différence entre un parlement. La seule différence, c'est qu'il y a d'un côté, c'est l'exécutif, de l'autre, mais c'est le législatif, mais c'est les mêmes, c'est toujours les pouvoirs. C'est la même chose lorsque une assemblée nationale, elle a fini son mandat, c'est qu'elle est démissionnaire. L'assemblée a fini son mandat, elle est démissionnaire. Elle n'a plus les compétences. Mais est-ce qu'ils reçoivent toujours leur salaire? Ils reçoivent toujours leur salaire. Pardon? Ils reçoivent toujours leur salaire. Ah, normalement, oui. Normalement, ils n'ont plus de salaire à prendre, puisque vous êtes élu pour 5 ans, c'est terminé. Vous n'avez plus de... Enfin, c'est des indemnités, d'ailleurs, on n'appelle pas des salaires, mais des indemnités. Vous ne percevez plus des indemnités. Pour que vous perceviez des indemnités au-delà des fonctions, il faut qu'il y ait une décision de prorogation de votre situation, ce qui n'a pas été fait au Togo. Mais qu'est-ce qui retarde aujourd'hui la mise en place de ce gouvernement? Alors, ça, je n'en sais strictement rien. Je pense que vous l'avez dit, hein? Il faut que Christian Trumois, le ministre, parte en Inde pour s'informer. Je pense que, sincèrement, je pense qu'ils ont fait les choses à la hâte, sans connaître les tenants et les aboutissants de ce que c'est qu'un régime parlementaire. La preuve, c'est que, souvenez-vous, j'avais déjà dit que dans tous les régimes parlementaires, tels que l'on connaît dans le monde, celui qui va être le président du Conseil, généralement, il est élu aussi député, puisque c'est un député qui doit être élu président du Conseil, le président, en fait, du gouvernement, le chef du gouvernement, Or, eux, ils ne l'ont pas fait comme ça. Donc, ils ont été obligés de mettre dans la Constitution que, au fait, c'est le chef du parti majoritaire qui devient chef de gouvernement. Ben, ça n'existe pas comme ça ailleurs. Donc, au fait, aujourd'hui, ils se sont rendus compte que le régime parlementaire ne peut pas être mis en œuvre aujourd'hui sur place. Et la contradiction grave que ce régime togolais, ce gouvernement togolais fait, mais c'est une contradiction parmi tant d'autres, c'est que la constitution la pseudo-constitution de 5e République a été promulguée. Vous savez, en droit, quand on dit qu'un texte est promulgué, c'est qu'il est d'application directe. Vous ne pouvez pas prendre un truc dit que la promulgation, c'est la mise. Voilà, la promulgation, en fait, c'est la mise en application. Donc, qu'est-ce qu'il faut? La mise en application invoque quoi? La mise en application importe que le président du Conseil soit nommé, que le gouvernement soit nommé, sur la base de cette 5e. Donc, ça se fait sur place en ce moment, à vous attendre. Ah non, ce n'est pas ce qui est fait, M. Nyawa. Non, c'est pas ce qui est fait. Je vous pose la question si ça se fait sur place. Ah, mais ce qui est fait sur place aujourd'hui, c'est qu'ils appliquent encore la 4e République. Puisque la première ministre qui vient d'être nommée, elle est nommée sous le régime de l'ancienne Constitution. Est-ce que c'est une violation ou bien cela pose des problèmes? C'est plus qu'une violation, c'est un imbroglio juridique. Ce qu'on appelle l'imbroglio juridique chez nous, c'est-à-dire que vous avez un texte qui est en application, la Constitution de la 5e République. Vous avez une qui est tombée en désuétude, puisque à partir du moment où vous mettez la nouvelle, l'ancienne, elle est morte. On ne peut plus l'appliquer. Or, la nouvelle, elle est d'actualité, elle fonctionne, on ne l'applique pas, et on applique celle qui est morte. Vous voyez, c'est ça le problème. Vous avez je ne sais pas comment l'expliquer aux gens. Donc, en tant qu'avocat,
qu'est-ce qu'on doit intenter contre ce gouvernement? Parce qu'il y a déjà une violation de ce côté. Est-ce que le peuple togolais a raison d'intenter vraiment un procès contre ce gouvernement? Alors, c'est mieux qu'un procès qu'il faut tenter à ces gens, ce n'est même pas au gouvernement, mais aux personnes qui ont fait cette forfaiture de changer déjà la Constitution. C'est le peuple togolais doit refuser aujourd'hui l'application de cette nouvelle Constitution, parce qu'ils ont du mal à l'appliquer, cette Constitution de 5e République. C'est maintenant qu'ils vont voir comment il faut le faire. Et au fait, ils l'ont, mais c'est un bébé qui est entre leurs mains, mais ils ne savent pas quoi en faire. Est-ce qu'il y a des avantages et des inconvénients entre ces deux, en tout cas? Alors, sur le plan purement, je dis que si je me mets à expliquer les inconvénients et les avantages des deux types de régimes, ça va être long. Par contre, je peux vous dire tout simplement que le régime présidentiel au Togo, pour le moment, c'est ce qui a fonctionné, c'est ce qui est d'application, c'est ce qui, au fait, régule les institutions togolaises. Et toutes les institutions qui fonctionnent au Togo sont sous le régime de la Constitution de la 5e République, de la 4e République. C'est-à-dire que la Cour constitutionnelle, la nomination des magistrats, la nomination des hauts fonctionnaires, la nomination des officiers supérieurs se fait toujours a été fait sous l'ancienne République. Sauf, je crois, la seule personne qui a été nommée sous la nouvelle Constitution, je crois, c'est le nouveau président de la Cour constitutionnelle, je crois. Le nouveau président. L'Assemblée nationale, hein? Non, la présidente de l'Assemblée nationale, elle n'est pas nommée encore. Elle n'est pas élue encore, puisque l'Assemblée, normalement, il faut désigner une présidente de l'Assemblée. Pour le moment, c'est le Premier ministre qui est nommé. Donc, l'Assemblée nationale fonctionne toujours comme le même. Je crois qu'il y a un nouveau président de l'Assemblée aussi. C'est un monsieur. À la place de la dame. Donc, ce nouveau président de l'Assemblée, il est nommé sur la base de quel texte? Il est nommé sur la base de la Constitution de la 5e République, alors qu'ils appliquent les dispositions de la 5e République, y compris pour le Premier ministre. Donc le Premier ministre est nommé sous la 4e République, le président de l'Assemblée est nommé sous le régime de la 5e République, et le gouvernement, on ne sait pas sur quelle République elle va être formée, sur quel texte on va former le gouvernement. On ne sait pas. Donc déjà, il y a du fossé dans tout ce qui se passe. Tout est faux. Tout est faux, et c'est pour cela que je dis, mais au Togo, ça marche sur la tête, parce que ceux qui sont autour de Fagne Sibwe, je ne sais pas ce qu'ils font, je ne sais pas qui ils sont, mais c'est d'une nullité. Moi, les gens Est-ce qu'on peut dire que le gouvernement est en passif de poursuites judiciaires? De toute façon, un jour, il va falloir juger ces gens-là, hein, parce qu'on ne peut pas les laisser comme ça. Tous ceux qui ont modifié la Constitution, vaille que vaille, en une nuit, sans réfléchir et sans rien penser, je ne sais pas où est-ce qu'ils... J'ai lu le texte après, parce que le dernier texte, je l'ai lu, mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Les gens n'avaient pas le texte, et puis on nous a fait croire que... Personne n'a vu le texte, on l'a vu seulement quand ça a été publié. Personne ne l'a vu. Donc, parce qu'il y a plein de choses à dire sur ce texte-là, on ne va pas le dire ici, mais il y en a plein. On fera peut-être d'autres émissions. Est-ce qu'il y a des impacts sur le système judiciaire de la transition vers un régime parlementaire? Oui, déjà, il faut nommer les hauts fonctionnaires sous le régime parlementaire, hein, parce qu'aujourd'hui, ils sont tous sur le régime présidentiel de la 4e République. Donc, il faut changer toutes les nominations qui ont été faites. Vous savez, on ne nomme pas les gens comme ça, on ne dit pas vous venez. Dans un texte, un décret ou un arrêté, on dit toujours vu la Constitution de... Vous comprenez? Donc, si vous avez nommé quelqu'un vu la Constitution de la 5e République, vu la Constitution du 14 octobre 1992, mais c'est la Constitution de 92 qui place cette personne-là. Donc, vous êtes obligé de changer tous les gens après avoir mis en place le régime parlementaire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je crois que c'est cette embrouille totalement dont ils se sont volontairement placés, parce qu'on ne fait pas les choses en catimini comme ils l'ont fait. S'ils avaient pensé pour changer de régime, ben, il faut des années, monsieur. Il faut des années d'études. Il faut pas des études. Il faut des années de travail, de préparation et de voir
les tenants et les aboutissants. Parce que dans un régime parlementaire, c'est la pire, pour moi, des régimes. Si il ne s'agit pas du régime comme en Suisse, qui n'est pas parlementaire, mais semi-parlementaire, il y a des risques énormes d'instabilité politique. Là, on le voit aujourd'hui, d'ailleurs, parce que Faure Gnassingbé a 98 ou 80 choses députés. Le jour, il y en aura 30. Je crois qu'il doit avoir 108 députés, hein? Ou 108. Le jour, on aura 3 fois 30 ou 3 fois sur de plusieurs partis, mais vous avez tous les problèmes. Vous trouvez le gouverneur. Qui vous allez prendre? Puisque vous dites que c'est la partie majoritaire. Mais si vous avez 30, ça fait 90. Ça fait au moins 30 députés ou 32, 30, personne n'est majoritaire. C'est le cas que nous avons aujourd'hui en France, bien que nous ne soyons pas dans un régime parlementaire. On a du mal à trouver un Premier ministre parce qu'il n'y a pas de majorité. Et dans un régime parlementaire, c'est encore pire. Ce que je reproche principalement à ce qui a été fait, et c'est pour cela que je dis, ce qui se trouve dans la Constitution de la Ve, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas, c'est surtout la manière dont le texte a été modifié qui m'intéresse. C'est-à-dire que les gens qui ont procédé à cette modification-là n'avaient pas la qualité, on appelle ça la qualité à agir. Et c'est cette qualité-là que je compare avec ce que Trimua dit. Quand Trimua interdit au ministre qui ne peut pas faire un certain nombre de choses, c'est exactement la même chose. Il aurait pu l'interdire aux députés aussi, en disant, mais non, vous ne pouvez pas faire la modification de la Constitution, vous n'êtes plus député. En tout cas, vous n'êtes que député intérimaire. Donc, vous n'avez pas le droit de modifier les textes, surtout un texte fondamental. Mais vous n'avez déjà pas le droit de voter les lois. À partir du moment... Quelle a été la réaction des Togolais et aussi la réaction sur le plan international, c'est-à-dire la communauté internationale? Parce que c'est eux qui suivent ce qui se passe. Oui, les Togolais, je crois que beaucoup de gens comme moi, ça a beaucoup coulé d'encre, on en a parlé, reparlé, redit. Les Togolais de la diaspora, je crois que tout le monde est d'accord que cette constitution ne sera jamais appliquée, qu'on ne va pas l'autoriser à son application. Mais et s'il l'applique, parce qu'il est à mesure de l'appliquer, il est totalement prêt. En envoyant, je dis, Christian Tchouma, aller s'enquérir de certaines prérogatives au niveau de l'Inde, je pense qu'il va l'appliquer. S'il l'appliquerait, et s'il l'appliquait, qu'est-ce que vous allez faire? Je pense d'ailleurs, je l'ai toujours dit, je le répète, je pense que les Togolais doivent faire une révolution pour empêcher ça. Il faut se rebeller pour refuser de l'appliquer. Au fait, Trimua, il ne va pas être le président du Conseil. Celui qui sera le président du Conseil, je pense que ça sera Faure Gnassingbé, puisqu'il veut garder le pouvoir entre ses mains. Mais pourquoi lui ne va pas en Inde s'enquérir de comment le président du Conseil là-bas? Parce que c'est mieux que celui qui va exercer ce pouvoir-là soit instruit de comment on fait. Mais lui, il ne sait pas. Il se balade partout et il envoie Trimua. Trimua peut venir, lui dire tout ce qu'il veut, n'importe quoi. Et on va voir encore des choses complètement ubuesques qui vont se passer. Donc vous croyez que Faure Gnassingbé, le président, n'est pas au courant de ce qui se passe au niveau de cette constitution parlementaire? Les tenants aboutissants. Non, je suis persuadé qu'il ne connaît rien du tout, ni d'un régime parlementaire, ni d'un régime présidentiel. Il ne connaît rien, ce monsieur. Il ne connaît rien. Ben, ça peut être normal que des gens, on peut ne pas connaître, on s'entoure certainement des gens qui doivent connaître et au moins vous apprendre certaines choses. C'est ce que son père faisait, parce que son père, il n'était pas instruit, mais il était tellement intelligent qu'il mettait les gens autour de lui et il apprenait très vite aussi. Parce qu'il a une mémoire d'éléphant. Est-ce que vous croyez que ceux qui sont autour du président Faure Gnassingbé ne peuvent pas l'aider? Je pense que les gens n'ont jamais voulu l'aider. Les gens, ils profitent, tout simplement. Et lui-même, il a laissé les gens profiter. Donc, tous ceux qui sont autour de lui, moi, il y a peut-être une seule personne, je mettrais un bémol pour une seule personne, qui essaye de faire tant bien que mal son rôle, c'est le ministre des Affaires étrangères. Parce que lui, quoi qu'on dise, on sent quand même que c'est quelqu'un qui intellectuellement tient la route et qui ne dit pas n'importe quoi. Il ne fait pas n'importe quoi non plus. Je ne sais pas où il était quand les gens commençaient pas à faire ce genre de choses. Il aurait pu aussi intervenir, mais je pense que ce n'est pas une histoire d'une personne. On lui a vendu seulement le régime parlementaire pour qu'il puisse continuer à exercer son pouvoir absolu.
en passant du régime, parce qu'il ne veut pas, Faure Gnassingbé ne veut plus des élections présidentielles au suffrage direct comme en 2020, où il sait que ça a été très très limite pour lui. Il a perdu, mais lamentablement perdu. Il n'a pas perdu à peu près, à chose près, non, mais il a perdu totalement. Je veux dire, les 72 qui s'est octroyé, c'était les 72% d'Agbéomé qui s'est octroyé. Ce n'est pas lui. Et il sait, il ne veut plus ça. C'est pour cela qu'il est passé absolument en force pour transformer ce régime-là parlementaire où l'élection du chef dépend des députés. Est-ce que vous croyez que ce régime-là ne va pas retourner contre lui demain? Ce régime parlementaire. À mon avis, ça va pas se retourner contre lui. Non seulement ça va se retourner contre lui, mais c'est surtout que ça ne marchera pas. Et que les Togolais n'accepteront pas que lui continue à exercer ad vitam aeternam le pouvoir. Parce que ce qu'il prévoit, c'est cela. Hein. Il prévoit de ne pas partir du pouvoir. Et de ne pas partir presque légalement. Enfin. Tricher comme ça, quand il triche, après ça rentre dans les mœurs, il ne veut pas partir. C'est ça. Donc, ça veut dire, vous voulez nous dire qu'il va s'éterniser au pouvoir. Alors, Maître Alexiou, je pense que nous allons parler du deuxième sujet tout à l'heure. Nous allons aller en pause publicitaire qui va être préparée, mais dans un premier temps, on va essayer de parler de quelque chose qui est beaucoup intéressant, l'implication de la 5e République au Togo. Au niveau de cette implication, la transition vers un régime parlementaire instauré par la révision constitutionnelle de 2004 nous amène à quand même parler de certaines implications profondes telles que la réduction des pouvoirs présidentiels. Vous le connaissez déjà, où le président élu au suffrage universel direct est désormais élu par l'Assemblée nationale avec un rôle cérémonial. Il y a aussi ce qu'on appelle le renforcement du Parlement. Le renforcement du Parlement. Donc vous voyez déjà le Parlement qui gagne en importance et en pouvoir, notamment en élisant le président et en supervisant le gouvernement. Il y a aussi la stabilité politique, comme le dit ici cette recherche, qui s'octroie sur une transition qui pourra apporter une stabilité politique en réduisant les tensions liées aux élections présidentielles directes. Cependant, elle pourrait être perçue comme une manœuvre pour prolonger, comme vous l'avez dit, le pouvoir de la famille présidentielle, et ce qui pourrait susciter quand même des critiques et des tensions internes. Il y a, avant-dernière position, il y a les réactions internationales comme la communauté internationale, comme la CEDEAO, qui d'ailleurs même surveille de près cette transition. Mais jusqu'à preuve le contraire. Vous avez vu que la CEDEAO a aussi félicité Faure Gnassingbé de ce régime parlementaire. Il n'a pas dit quelque chose qui va au-delà des frustrations. Il y a aussi le défi de mise en œuvre, c'est-à-dire la mise en œuvre de ce nouveau système parlementaire qui va nécessiter des ajustements institutionnels et législatifs importants. Il sera donc crucial de garantir que les nouvelles structures fonctionnent efficacement et de manière transparente. Alors, quelle lecture faites-vous de tout ce que je viens de vous dire, Maître Alexiou? Oui, alors je crois que vous avez tout dit hein, sur le mode de fonctionnement d'un régime parlementaire. Je vais m'attarder à expliquer deux choses qui sont importantes. La première, c'est le président de la République est une personne qui n'existe pas en réalité. C'est-à-dire que dans le régime parlementaire, celui qui est désigné président de la République ou nommé ou élu président de la République n'exerce qu'une fonction très honorifique. D'ailleurs, ce n'est pas lui qui accrédite les ambassadeurs, ce n'est pas lui qui procède à la nomination du gouvernement, des ministres et autres. Il ne fait rien. Il a un titre honorifique. Au fait, c'est un pantin qui reste là. On le fait généralement dans les monarchies. Parce que c'est ce que vous avez... c'est ce que vous avez en Belgique, c'est ce que vous avez en Angleterre, c'est ce que vous avez en Allemagne, c'est ce que vous avez... Voilà, dans les pays... Bon, l'Allemagne, c'est pas une monarchie, mais c'est comme dans toutes les monarchies. En Scandinavie, vous avez un président de la République qui ne joue aucun rôle. Il est là. D'ailleurs, on ne le connaît pratiquement pas.
Vous prenez celui qui est le chef d'État en Suisse, on ne sait pas qui. Par contre, celui qui est le chef de gouvernement, c'est-à-dire le président du Conseil ou le Premier ministre, c'est les deux titres qu'on donne à ces gens-là. Le Premier ministre, c'est lui qui est, en fait, le chef du gouvernement, donc c'est lui qui procède, c'est lui qui, en fait, remplace le président de la République comme on le voit aujourd'hui. C'est lui qui a des pouvoirs plus étendus. C'est lui qui a des pouvoirs beaucoup plus élargis. C'est lui qui procède aux dominations. C'est lui qui voyage au nom de l'État. C'est lui qui fait les... Donc, vous croyez que ça peut être qui en ce moment? Ah, mais en fait, la place est cousue pour Faure Gnassingbé. En fait, c'est lui. C'est lui qui est visé. C'est ce qu'il veut d'ailleurs. Souka. Voilà, c'est lui qui est visé. C'est cette place qu'il voulait. Il le veut justement parce que, comme je l'ai dit, c'est pour éviter d'avoir des élections après et ne plus avoir des élections puisqu'il ne sera nommé que par les députés. Par contre, effectivement, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif n'est plus... le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sont en symbiose, sont en amitié. Enfin, il n'y a plus de contrôle l'un sur l'autre vraiment. Alors que dans l'autre régime, vous avez un contrôle qui peut se faire. Le Parlement peut contrôler le gouvernement. Là, vous avez un gouvernement qui est issu pratiquement des gens du Parlement. C'est-à-dire que le Premier ministre étant le chef de gouvernement, c'est lui qui régule tout. Donc, si vous voulez... par exemple, si le président, le chef de gouvernement est désavoué, pour le sauter, pour le faire enlever, il faut que ce soit une contestation à l'intérieur, c'est-à-dire des parlementaires. C'est eux qui peuvent le démettre. C'est eux qui peuvent voter une motion de censure contre lui et l'enlever. Donc, il ne dépend pas de quelqu'un. Le président qui va être le président honorifique ne peut pas le dégommer. Donc c'est pour cela que ce que vous avez lu tout à l'heure, on l'explique bien, mais le président, en tout cas ce qui sera le cas du Togo, mais Faure Gnassingbé, il n'y a personne qui va le dégommer. Aucun. Parce que les députés là, qui sont... c'est des députés nommés, ils ne sont pas élus. C'est lui qui les a désignés, vous êtes député dans telle circonscription. Donc ils sont là pour lui. Donc ils ne vont jamais l'enlever. C'est ça, vous l'avez vu. Il va être par avis. Mais Alexis, les députés ont été nommés, même vous l'avez vu. Oui, ils ont été nommés. Les députés ont été votés. Et nous ont dit qu'il y a eu au moins 8 députés de l'autre côté de la mouvance présidentielle et 5 députés au niveau de l'opposition. Donc il y a eu quand même des votes. Ah oui, non, ça s'appelle une mascarade de vote. Non, ils sont nommés. Moi, j'ai des gens je connais des gens qui sont élus là-bas, ils ne savaient même pas qu'on allait les élire. On les a appelés pour dire, va rester à telle circonscription, tu seras là-bas. Ça veut dire qu'on t'a nommé. Non, c'est des nominations. Il n'y a aucun qui est élu. D'accord. Si, les vrais élus, c'est ceux qui sont dans les 7 ou 3 ou 5, les 5 de l'opposition. Eux, ils sont élus. Mais ceux qui sont de partis unis sont nommés. Ils sont nommés, ils ne sont pas élus. D'accord. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire, M. Alexis You, en tant qu'un avocat professionnel. Ouais. On ne peut pas, on a dit quand même le peu qu'il faut, mais je pense que s'il y a lieu de revenir là-dessus, on pourra le faire. Mais est-ce qu'il y a quand même des choses profondes que vous voulez dire au niveau des controverses sur la 5e République au Togo que vous n'avez pas dites? Juste rappeler une chose. L'imposture de cette 5e République, il faut l'arrêter. Et il faut l'arrêter parce que... je viens de dire... il faut l'arrêter, il faut que les gens, les Togolais refusent. Il faut que les Togolais refusent la nomination de Faure Gnassingbé comme président du Conseil. Il faut que les Togolais refusent la mise en place d'un gouvernement issu, bien sûr, de cette chose. Mais ça ne va, parce qu'aujourd'hui, on nous fait comprendre que le président du Conseil ou le Premier ministre de cette 5e République, en fait, la 5e République sera mise en place seulement l'année prochaine, il faut le savoir, monsieur. Ils ont dit que c'est en mai 2025 qu'ils vont appliquer la nouvelle constitution. Donc, d'ici mai 2025, on est toujours sous l'ancienne constitution qui est normalement remplacée, qui est tombée. Mais Alexis, je pense que vous êtes en train de rêver encore cet entretien. Vous parlez de 2025. Oui.
Alors, en ce moment, donc, les Togolais vont entendre. Est-ce qu'il y aura un gouvernement qui sera mis en place ou bien il n'y aura pas de gouvernement? Si, bien sûr, qui va nommer un gouvernement, mais sous la constitution qui qu'eux-mêmes disent n'existe plus. Mais cela veut dire quoi? Mais c'est ce qu'il vient de faire. Il a nommé Mme Dogbe, là. Il a nommé encore. La 5e République, on doit rentrer dans la 5e République en 2025, mai 2025. C'est ça. Et qu'est-ce que les Togolais disent de mais c'est ce que je dis. Que vous appelez la mascarade? C'est ce que je dis, c'est pour ça que je suis venu chez vous dire aux Togolais, ne laissez pas passer ce genre d'imposture, ne laissez pas passer ce genre d'injures. On vous insulte, on croit que vous êtes des idiots, des gens qui ne pensent pas, qui ne réfléchissent pas, qui ne connaissent rien. Si vous êtes intelligent, dites-leur, ce n'est pas possible. Vous avez dit qu'un texte, vous l'avez remplacé, ou vous la remplacez, ou vous ne l'avez pas remplacé. Si vous la remplacez, vous la mettez en vigueur. Ce qui aurait été intelligent pour Faure Gnassingbé, c'est de ne pas promulguer cette constitution. Mais on l'avait votée, mais il a déjà promulgué cette constitution. Mais oui, il aura dû sursoir au vote définitif jusqu'en 2025 le représenter. 2025 le représenter. Mais là, il a fait voter. À partir du moment où c'est voté par le Parlement, il y a 15 jours pour promulguer. S'il ne promulguait pas, ben c'est fini, la Constitution n'aurait pu jamais être mise en œuvre. Mais il y a quelle erreur judiciaire là? Oui. Il y a quelle erreur judiciaire là? Mais l'erreur, c'est d'avoir promulgué un texte qui est en application et vous dites maintenant, je ne l'applique pas, j'attends pour l'appliquer dans un an. Et vous dites, alors, c'est comme si, on vous dit, vous êtes nommé ministre, ok? Vous êtes nommé ministre de l'Agriculture. Vous étiez ministre des Transports. Vous êtes nommé ministre de l'Agriculture, d'accord? Et puis on vous dit, ministre de l'Agriculture, là, vous êtes nommé, mais vous n'allez pas prendre vos fonctions. Vous continuez toujours pas à exercer votre fonction de ministre des Transports. Et ministre de l'Agriculture, on attend dans un an, vous allez commencer. Mais on se reproche de quoi? On reproche le fait que les gens, ils sont complètement dans l'impasse parce que ils ont deux textes et ils ne savent pas lequel appliquer. Parce qu'ils se rendent compte que l'ancien est arrangeant sur certaines choses, que le nouveau est dérangeant sur d'autres, pour eux actuellement. Quel est votre message à Faure Gnassingbé, président? Pardon? Est-ce que vous avez un message pour le président compte tenu du vécu que nous sommes en train de fleurer? Le message que moi j'ai à dire à Faure, c'est de s'entourer des gens compétents, parce qu'il a des gens médiocres autour de lui. Vous l'avez toujours fait, hein? Et il applique aussi tout ce que vous êtes en train de dire. Hein? C'est vrai qu'il y a une chose que j'ai remarqué à des fois, parce que on a fait une émission avec vous, et je lui ai reproché de ne pas aller dans les marchés voir les femmes, qui sont pour moi le poumon de l'économie togolais depuis très longtemps, il ne va pas dans les hôpitaux, il ne va pas dans les universités, il ne va pas dans les écoles, il va pas... Je lui ai reproché ça, je l'ai dit ici. Et puis la dernière fois, j'ai appris qu'effectivement, il est parti au grand marché de Lomé. Mais tant mieux, ça veut dire que, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai écouté ou qu'il avait ça en tête, mais en tout cas, il a fait ça après ce que j'ai dit, donc moi, je suppose qu'il sait ce que je dis. C'est pour ça que je ne me cache pas, je dis les choses que je pense. S'il prend certaines choses qu'il fait, c'est tant mieux, parce qu'il faut améliorer les choses au pays, il faut avancer. Et s'il fait de bonnes choses, j'accepterai, j'applaudirai si c'est bon. Donc, effectivement, là, je lui dis qu'il y a des médiocres autour de lui. C'est clair et net. Pour faire ce qu'ils ont fait là, c'est des médiocres. C'est des gens... En fait, ce n'est même pas une question de droit, monsieur Niwa. C'est une question de logique intellectuelle. C'est une question de logique intellectuelle. Vous ne pouvez pas prendre ce qu'on appelle annuler un texte, parce que quand vous votez un nouveau texte, l'ancien est annulé. Vous n'avez plus l'ancien. Vous ne pouvez pas le faire, sauf à dire le nouveau, on ne va pas l'appliquer maintenant, mais ça, il faut que vous l'écrivez dedans, que vous l'appliquerez que dans un an. Mais ça, j'ai regardé la Constitution, ils ne l'ont pas dit. Hein. Il n'y a pas de mesures conservatoires sur un an. Donc, ça veut dire que les Togolais ne savent pas
ce que vous êtes en train d'annoncer, mais ça est dans les archives. Ce que oui, ils l'ont publié au journal officiel. Le texte de la Constitution de la 5e République, je l'ai pris sur leur site. Donc, le fait que ça prend effet en 2025. Ah non, ça n'existe pas. Ça n'est pas dit que ça prendra effet en 2025. C'est dans la pratique. Cela a été caché aux Togolais. Ah, bien sûr. Mais, en fait, les Togolais se demandent aujourd'hui pourquoi on a renommé Mme Dogbe Premier ministre. Parce que les gens s'attendaient à ce que ce soit Faure Gnassingbé qui soit Premier ministre. Est-ce que selon vous, l'opposition existe dans tout ce qui se passe? Est-ce que c'est leur faute s'il n'existe pas aussi? En tout cas, l'opposition togolaise existe, mais elle est plutôt dans la diaspora, elle est moins à l'intérieur du Togo. Pourquoi est-ce que vous le dites? Est-ce qu'on ne peut pas être au Togo pour être un opposant? Non, justement, non. Non, ça je peux vous l'avouer. Moi, je sais, on me l'a dit, j'ai un ami qui était colonel de gendarmerie, qui a travaillé à Lomé, qui m'avait dit une fois, si on est opposant au Togo, on ne vit pas au Togo. Il m'a dit clairement, il dit, tu ne peux pas vivre au Togo si tu es opposant. Il dit, tous ceux qui disent qu'ils sont opposants au Togo ne sont pas des opposants. Il me dit ceci, ils ne représentent aucun risque pour le régime. D'accord. D'accord. On va aller en sport publicitaire. Et si le côté, la régie nous le permet, pour revenir dans ce studio, parler aussi de la deuxième partie de notre, en tout cas, émission, parler des révélations sur l'arrestation de la famille de Feu So Agba Bertin. Vous le savez bien. Si la régie est prête, la régie est prête, je pense que on va aller en spot publicitaire. Très bien. D'accord, je pense que... Alors, Maître Alexis, je pense que on va essayer de faire ce enchaînement. Alors, parlons donc de la révélation sur l'arrestation de la famille de Feu So Agba Bertin. Vous le savez, vous l'avez appris, Maître Alexis You, que sa femme Françoise Messan Afiavi Agba et plusieurs membres de la famille ont été réellement kidnappés. Et cela a suscité quand même une vive indignation et aussi de nombreuses questions. Et cette affaire intervient plus d'un an après réellement le décès de l'homme d'affaires en exil, qui soulève aussi des interrogations sur des motivations et les circonstances entourant cette arrestation. Alors, de quoi, la question qu'on se pose, de quoi accuse-t-on la famille de Feu So Agba Bertin? Vous savez qu'au Togo, généralement, on n'a pas besoin de vous accuser de quelque chose pour vous arrêter. On vous arrête, après on va vous coudre un habit pour voir si ça vous va. Cette dame et sa famille que je ne connais pas, j'ai appris la nouvelle comme tout le monde. Au fait, ça m'a grandement surpris parce que j'estime que c'est la famille. Mais en même temps, après, je me suis dit, au fait, c'est le Togo. C'est le Togo. Au Togo, tout est possible. Même l'impossible est possible au Togo. Moi, je ne vois pas pour quel motif on va aller arrêter une dame avec ses enfants parce que le mari a fait la politique ou a été en disgrâce avec le pouvoir en place. On sait généralement que dans une famille, quand l'homme fait ou de la politique ou fait des affaires, généralement la femme elle n'est pas dedans. Ce n'est pas son job. Encore pire en Afrique parce que les hommes sont dans le patriarcat, ils font rien, ils demandent pas la vie à leurs femmes. Ça c'est encore des problèmes il faut régler un jour parce que les femmes sont aussi très importantes dans notre vie. Elles sont beaucoup plus importantes d'ailleurs. Et donc on nous dit qu'on arrête cette dame qui, a fortiori, semblerait être malade, parce qu'elle a des pathologies, des traitements à faire, et les enfants. Mais comment on peut faire ça aux gens? Quelle est l'infraction directement commise par ces gens-là
pour qu'on les arrête au Togo, en venant au Togo. Oui, mais maître Alexis, on dit qu'ils sont inculpés. Ils sont inculpés pour complot contre la sûreté intérieure de l'État et de financement du terrorisme. Qu'est-ce que cela vous dit en tant qu'un avocat? La famille Daba qui fait face à de graves accusations. Ouais. Non, mais les gens ne sont pas sérieux au Togo, tout simplement. C'est pour ça que je dis que Faure Gnassingbé, il est entouré de médiocres. Et ça le dessert. Ça n'arrange pas sa situation. Parce que vous allez dire ça même à un enfant de CPE au Togo, il va vous dire, mais vous rigolez quoi. Vous croyez sincèrement que cette famille, cette dame, ces enfants, et peut-être, je ne sais pas, les cousins, choses qui les accompagnent, s'ils sont vraiment des auteurs de ce qu'on lui a dit, ils vont venir au Togo, ils ne sont pas bêtes. Ils vont rentrer au Togo sachant qu'ils ont fait des trucs pour porter atteinte à la sécurité de l'État au Togo. C'est parce que c'est des gens qui n'ont rien à se reprocher. Porter atteinte à la sûreté de l'État du Togo. Ouais. Est-ce que cela veut dire qu'il voulait intenter un coup d'État? Est-ce que cela veut dire que... En fait, vous savez, ce libellé-là, très générique, c'est un fourre-tout. Parce que cette même infraction est reprochée à Oumolou, dont je suis le dossier. Donc, c'est exactement la même chose. Il a commis des infractions d'atteinte à la sûreté de l'État. La même chose, on l'avait reproché à Mme Adjamagbo. Vous savez, quand on l'avait arrêté à un moment donné, elle a dit infraction d'atteinte à la sûreté de l'État parce que il semblerait qu'on a trouvé chez elle un cahier dans lequel son petit-fils a dessiné un pistolet ou quelque chose comme ça. Vous voyez, le ridicule, comme le ridicule ne tue pas au Togo, mais ils peuvent continuer dans le ridicule. Mais Alexis, moi je ne les connais pas. Selon ces mêmes accusations, voilà, selon ces accusations, on nous dit aussi que ces accusations sont totalement liées à des enquêtes sur leurs relations avec des personnalités qui sont en exil, comme le commandant Olivier Ama et le journaliste Haïté Ferdinand. Mais on est où là? C'est encore du ridicule. C'est encore pire que je ne pensais. C'est encore pire. Donc, je veux dire, si tu as une famille, si on a une famille dans la diaspora, à l'étranger, qu'on communique avec cette personne, on porte atteinte à la sécurité de l'État. D'ailleurs, les deux qu'on cite là, Olivier Ama et Haïté, bon, Haïté, c'est un exilé ici. Je ne sais pas comment Haïté peut apporter atteinte à la sécurité de l'État au Togo. Ama, lui, il avait été militaire, mais s'il avait cette possibilité-là de porter atteinte à la sécurité de l'État au Togo, je crois qu'il aurait fait au Togo, il ne serait pas parti. C'est parce qu'il n'en a pas, c'est pour ça qu'il a sauvé sa tête, sa vie, en partant. Et ce n'est pas aujourd'hui que ces gens-là vont se dire, on porte atteinte. C'est quoi porter atteinte à la sécurité de l'État? C'est ça la question, M. Alexis. Ah ben oui. Parce qu'il ne faut pas confondre les opinions avec les actes. En droit pénal, il y a 3 éléments pour former une infraction. Il faut l'élément matériel, c'est-à-dire qu'il faut que matériellement on ait fait quelque chose, qu'on agisse sur quelque chose. Il faut l'élément intentionnel, que les gens ont eu l'intention de commettre une infraction, de faire quelque chose, mais il faut que ce soit factuel. Ce n'est pas seulement imaginer, mais il faut qu'il y ait un lien de cause à effet entre les deux éléments-là, pour qu'on puisse reprocher des choses aux gens. On ne voit rien dans cette affaire-là. Mais au fond, alors, si à supposer... Et le délit de flagrant délit, oui, c'est encore très loin de cela. Le flagrant délit, vous ne pouvez pas le dire, parce que le flagrant délit, c'est quand on vous surprend dans l'immédiateté de votre action que vous êtes en train de commettre une infraction. Ce n'est pas leur cas. Les gens, ils voyagent, ils arrivent à l'aéroport, ils rentrent dans leur pays et on va les chercher pour leur dire vous portez atteinte parce qu'on a fait des enquêtes. Comme par hasard, ces enquêtes-là, ils arrivent à les faire. Alors qu'il y a des gens qui sont tués au Togo, qui sont morts, il y a des gens qui sont en prison, il y a des gens qui ont disparu de la circulation. Il n'y a aucune enquête qui a abouti sur ces personnes-là aujourd'hui. Aucune enquête. Et là, comme par hasard, on va trouver ces gens-là, on trouve des enquêtes pour les inculper. Ben, Haïté, qui est en région, je ne sais pas, en région parisienne ou en tout cas quelque part en France,
Ce monsieur, comment voulez-vous qu'il porte atteinte à la sécurité de l'État? Déjà, c'est quelqu'un qui se cache. Il se cache. Il n'est pas visible, il ne circule pas n'importe comment. Il se cache même à l'étranger. Je crois que ça doit être le même cas de monsieur du commandant qui est aux États-Unis. Qui vous voulez tromper que ces gens-là veulent faire un coup d'État ou veulent faire quelque chose au Togo? Vous croyez qu'on fait un coup d'État avec 500 francs ou 1000 francs? Il faut des milliards. Si ces gens-là ont des milliards, ils ne seraient jamais partis du Togo, ils seraient restés au Togo, ils auraient fait 5 milliards. Ce qui est encore grave, Maître Alexiou, on nous dit que les autorités togolaises ont interrogé les membres de la famille sur divers sujets, y compris les circonstances de la mort de Agba Bertin et la situation financière de la famille. Alors, cela nous dira quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose là qu'il faut vraiment en prendre conscience? À ce que je sache, monsieur Agba Bertin, que je ne connais pas, moi, j'ai entendu parler de ce monsieur la première fois lorsqu'il y a eu une question de scandale financier au Togo. Et c'est comme cela que j'ai su que c'était un homme d'affaires. Moi, je pensais que c'était un politique, mais en fait, c'était un homme d'affaires. Mais s'il est un homme d'affaires, mais c'est normal que ce monsieur ait gagné de l'argent. C'est normal, les hommes d'affaires gagnent de l'argent. Qu'est-ce que l'argent de ce monsieur viennent faire dans la tête à la sûreté de l'État par la famille, par sa femme et ses enfants? Où est le rapport? Montrez-moi le rapport de cela. Alors, si on veut leur récupérer les biens de ce monsieur, qui le dit tout simplement que nous, on met la main sur le magot de votre mari, mais je crois que les gens ils comprendront que c'est la mafia qui fonctionne au Togo et que c'est un acte des mafieux, ils ne peuvent rien faire, donc ils vont s'éclipser. Mais les prendre pour aller déposer à la prison, ça c'est inhumain, c'est ubuesque, c'est insensé. Alors, des sources concordantes, Maître Alexis. Pourquoi, dans un premier temps, les faits qui leur sont reprochés, on parlait dans un premier temps de blanchissement d'argent, mais ils ont vu que cela va quand même être plus compliqué comme dans un film. Donc, forcément, on revient sur le complot, atteinte à la sûreté de l'État, complot et atteinte à la sûreté de l'État. En tant qu'un avocat, est-ce que vous croyez mais parce qu'au Togo, les choses ne se font jamais dans le droit, hein, ça se fait toujours à l'extérieur du droit, en dehors du droit. C'est parce qu'ils se sont rendus compte que dire qu'il y a des histoires de blanchissement, ça se prouve ça. Vous ne dites pas seulement blanchissement d'argent si vous n'avez pas d'éléments suffisants, quoique, même s'ils n'ont pas d'éléments, ils vont se chercher quand même à les conserver, mais ça peut leur coûter très cher de mentir sur... L'atteinte à la sûreté de l'État, comme c'est un truc fourre-tout, ils chercheront à émouvoir leurs partisans, surtout parce que le reste des Togolais ne croient plus à rien de Togolais, mais leurs partisans, pour dire non, on ne les a pas arrêtés pour rien, de toute façon, ils font des choses bizarres, on a les éléments, ils ne vous donneront aucun élément factuel, aucun. Ils n'en ont pas. Donc selon vous, vous êtes tenté de nous dire qu'il y a absence de preuves spécifiques et aussi... Bien évidemment qu'il n'y en a pas. Bien évidemment. Comme dans le dossier de Oumoulou, il n'y a rien. Il n'y a rien dans le dossier de Oumoulou. Comme dans le dossier de Kadanga, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est des faux trucs fabriqués. Est-ce que vous pouvez l'expliquer rapidement? Est-ce que vous pouvez l'expliquer? Katanga, Oumoulou et maintenant ce qui est devant là. Dans le cas d'Oumoulou, on dit qu'il porte atteinte à la sûreté de l'État parce qu'il a fait une vidéo où il a insulté un ministre. Mais ce n'est pas une atteinte à l'État quand vous insultez, ça s'appelle une diffamation ou une injure. Ce n'est pas les mêmes qualifications. D'accord? Donc, on met tout et n'importe quoi dans atteinte à la sûreté de l'État. Dans le cas de comment il s'appelle du général Kadanga, on l'a accusé sans le dire parce qu'on ne nous a jamais dit qu'il était l'auteur de la mort de choses. On nous a dit tout simplement qu'il était complice de quelque chose, qu'il était complice des actes, mais quand on a un complice, c'est qu'on a l'auteur. Mais on ne nous a jamais dit qui est l'auteur. Mais on nous a trouvé le complice sans trouver l'auteur. Donc, ça, dans le cas, c'est des conneries. Dans le cas de l'arrestation de la famille du feu Agba Bertin,
L'arrestation de la famille Agba Bertin, on nous dit que ils sont partis de blanchissement d'argent, et puis ils disent que c'est après une atteinte à la sûreté de l'État. Mais c'est quoi? L'atteinte à la sûreté de l'État est constituée par quoi? Un élément factuel. En droit pénal, s'il faut du factuel, on n'imagine pas, c'est pas de l'incantation, on n'improvise pas les choses. Ils nous disent, voyez, telle date, ils ont fait ça, ils ont posé tel acte, ils ont posé tel acte, ils ont fait ça. Ce n'est pas, s'ils ont parlé seulement, comme vous et moi on parle aujourd'hui, ce n'est pas une infraction. Donc, si nous voulons aller en profondeur de ce que vous êtes en train de dire, est-ce que nous pouvons dire que cela se perçoit comme réellement un acte de persécution politique qui les amène à intimider cette famille-là après la mort de M. Agba Bertin? Je ne pense pas que ce soit cette famille uniquement qu'on veut intimider. On veut intimider la famille Agba, mais on veut intimider tous les Togolais en disant, vous voyez, si vous vous approchez des gens que nous, on considère comme des parias, ben, le jour où vous arrivez au Togo, on va vous arrêter. On n'a pas besoin de plus. Vous avez mangé avec, comment il s'appelle, Haïté. Vous avez fait un tour en voiture avec monsieur Olivier Ama aux États-Unis. Vous rentrez au Togo, on vous arrête. Pourquoi? Ben parce que vous les avez vus. Ah mais non, mais c'est mon cousin. Ben on s'en fout, on vous arrête. D'accord. C'est ça la réalité. Le pouvoir de Faure Gnassingbé est un pouvoir dictatorial et les pouvoirs dictatoriaux sont des pouvoirs qui uniquement fonctionnent sur la terreur. Terreur. Alors, c'est de vous terroriser au maximum. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Que ce soit pour les civils ou pour les militaires. Les militaires sont dans le même cas. Hein. Vous le voyez. Hein. On les terrorise tout le temps. Alors, je voulais qu'on répare encore sur certaines bases. Est-ce que nous pouvons savoir réellement les droits humains qui sont de manière potentielle violés dans cette affaire? Est-ce qu'on peut aller en profondeur de cela? Et en deuxième position, quels sont les défis juridiques posés par cette arrestation? Si on peut revenir là-dessus, comme ça, on va finir l'émission. Ouais, bon, dans un premier temps, j'espère que cette famille a pris les avocats qu'il faut sur place pour défendre leurs intérêts, parce que c'est une violation grave de leur liberté fondamentale, de leur droit déjà en tant que citoyen, d'abord d'aller et de venir. Cette liberté, la liberté d'aller et de venir est une liberté fondamentale, garantie par la Constitution, en tout cas la sienne, mais elle existe aussi dans la nouvelle sous une autre forme. Enfin, en tout cas, moi j'applique toujours l'ancienne, je suis toujours sur la 4e République. C'est garanti par l'article 22 ou 25 de la Constitution togolaise, que tous les Togolais peuvent rentrer au Togo et sortir et entrer comme ils veulent. C'est écrit noir et blanc dans la Constitution. Donc on ne peut pas vous priver de cette liberté-là uniquement pour des futilités, parce que moi j'appelle ça des futilités. Il n'y a rien qui prouve que ces gens-là, alors qu'ils nous le disent, dans ce cas-là qu'ils nous le disent, il n'y a rien à cacher. Même dans une instruction, on donne au moins les éléments factuels. Quand on arrête quelqu'un, on dit au moins factuellement ce qu'il a fait. Voilà, on ne nous dit pas seulement on a des éléments ou on croit que, non. Donc, si cette famille a des avocats, je suis sûr qu'ils vont leur en accorder, c'est leur droit aussi d'avoir des avocats. Je pense que mes confrères de Lomé vont engager les procédures qu'il faut pour demander leur libération rapidement. Mais vous connaissez aujourd'hui à Lomé ce qui se passe. S'il y a des avocats qui ont été pris, est-ce que vous croyez que ces avocats ne vont pas être influencés de deux? Est-ce qu'il y a quand même des recours légaux disponibles pour cette famille de ce Agba Bertin? Bien sûr. Voilà. Donc, bien sûr, s'ils saisissent les juridictions à Lomé et que ça ne marche pas, ils ont encore la juridiction de la CEDEAO qui peut saisir, ça ne marche pas. Il faut saisir la juridiction de la CEDEAO qui protège la liberté. Est-ce que vous croyez aux juridictions de la CEDEAO qui est en phase quand même d'influencer, mais cela n'est pas totalement, c'est-à-dire on ne voit pas physiquement ce qui se passe, vous le voyez déjà. Je crois à la capacité de la juridiction de la CEDEAO à rendre des décisions contre l'État, contre les États, pas seulement au Togo, mais contre tous les autres États membres de la CEDEAO. Je ne crois pas du tout à sa capacité de faire exécuter les décisions qu'elle-même elle rend contre les États. Donc, pour moi, c'est une question de principe. Faire le recours pour une question de principe, parce que soit la CEDEAO existera un jour et sous une autre forme, et les décisions
qui sont rendus aujourd'hui, on les fera exécuter un jour, pas d'autre part, c'est les institutions qui vont remplacer la CEDEAO ou qui seront modifiées dans la CEDEAO. Mais au moins, on a une décision en attente pour faire valoir. Mais ce qui serait dommage, c'est de ne rien faire. Pour cette famille-là, moi, je conseille qu'il faut saisir toutes les organisations internationales, Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme, la Commission des droits de l'homme de l'ONU, la Commission des droits de l'homme du Parlement européen, parce qu'ils sont très sensibles à cela, les gens ne le savent pas, ils sont sensibles. Pourquoi? Parce que la Commission européenne donne de l'argent au Togo. Mais quand vous signalez le Togo en disant, voilà, il y a des choses qui se passent au Togo, quand vous donnez les éléments, ils peuvent suspendre les subventions. Parce que dans les accords qui existent, que moi j'ai, il y a le respect des droits de l'homme dedans. Et si vous ne respectez pas les droits de l'homme, surtout si vous avez une décision de justice contre le Togo, comme nous on en a aujourd'hui, mais il faut le faire valoir là-bas. Et vous allez voir que les sanctions qu'ils peuvent avoir. D'accord. Si on avait quand même des avocats et puis des défenseurs, quel serait donc leur rôle dans cette affaire? Ben, leur rôle d'abord, c'est de sortir rapidement leur client de cette prévention, de cette prison préventive, parce qu'ils ne sont pas encore jugés, donc ils sont en détention provisoire. Il faut les sortir de cette détention provisoire, parce qu'ils n'ont rien à faire. Madame Agba n'a rien à faire, ses enfants n'ont rien à faire en détention provisoire. Et on peut les assigner en résidence si on veut. Ils sont togolais, on les connaît, ils ont des papiers, on les assigne en résidence au Togo. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on veut les terroriser. Est-ce que vous croyez que la famille Agba pourrait quand même demander les dus du monsieur Agba si elle est en position? Est-ce que cela ne va pas quand même permettre au pouvoir de reculer si ils ont de grands avocats internationaux? De réclamer les dus, c'est-à-dire quoi? L'argent? Je pense bel et bien que M. Agba a quand même eu une marge financière au niveau du Togo. Et peut-être que à travers cette marge financière, on pourrait inquiéter la famille pour ne pas qu'elle s'enquérisse. Je ne sais pas si M. Agba, le feu Agba, a des fonds au Togo. Je pense peut-être qu'il en a à l'étranger, mais le Togo ne peut pas aller chercher de l'argent comme ça, sur le compte. Selon les sources concordantes, il y a eu quand même près de 600 millions qui ont été peut-être dans une banque au Togo, qui ont été dilapidés. Ah oui, mais s'il y a 600 millions, bon, qui n'est pas beaucoup d'argent, parce que 600 millions de francs CFA, bon, c'est peut-être de grosses sommes au Togo, mais ça, c'est pas quoi ça peut faire quand vous voyez que les gens achètent des maisons à 1 milliard, 600 millions, c'est très peu. Mais cet argent, s'il est sur un compte bancaire et qu'on l'a sorti, mais il y a des traces dans cette banque. Vous ne pouvez pas sortir de l'argent sans qu'on sache à qui a sorti l'argent et à qui c'est allé. Donc il faut à un moment donné qu'on rende compte à la famille dans ce cas-là. Soit c'est la famille qui l'a retiré et il y a des traces que c'est la famille qui l'a retiré, soit c'est quelqu'un d'autre. Alors là, c'est grave. Parce que ça, c'est du vol. Alors, selon vous, comment on pourrait quand même résoudre cette affaire de manière équitable et transparente? Et en deuxième position, est-ce que cela peut influencer réellement les prochaines élections au Togo? Déjà, pour la famille Agba, je leur demanderai, enfin je demande à ces avocats, sauront bien le faire, de demander la sortie des fonds et la destination. Voilà. À qui ces fonds-là sont allés, si vraiment les fonds ont été retirés. Si ça a été retiré. Les banques ont le droit. Si la banque ne donne pas, vous engagez la responsabilité de la banque. Hein. C'est la banque qui doit répondre de cette responsabilité. Si la banque donne de l'argent à quelqu'un d'autre, c'est toujours la banque qui est responsable. Donc c'est la banque qu'il faut attaquer. C'est aussi simple que cela. Vous n'allez pas chercher la personne, tout ça. Parce que si on ne veut pas vous donner le nom de la personne, on s'en fout. Mais la banque est responsable. La banque est responsable et garantit d'ailleurs
la tenue de votre compte et les fonds qu'elle a à votre disposition. On ne peut pas le donner à quelqu'un d'autre. Donc voilà, à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Même ne pas aller chercher celui qui a pris l'argent, mais la banque, oui. La banque, elle est responsable. Donc, à ce niveau, il n'y a aucune difficulté. Pour ce qui concerne les élections, je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura encore des élections au Togo, puisque la volonté de Faure Gnassingbé, c'est de ne plus faire des élections que des élections législatives. Il y a quand même des législatifs aussi. Hein, et puis oui, mais les législatifs, il vient de les faire. Il vient de les faire. Alors, comme il les a fait, il a fait les législatives, et ces députés-là sont élus sur la base de la 4e République, parce que c'est toujours ça. OK, on est toujours là. Je ne sais pas si... Là aussi, ça pose quand même une violation des... Ça pose aussi une violation. Ah oui, non, mais je vous dis, c'est tout un foutoir chez eux. Parce que, normalement, pour être en ordre et être chose, il faut qu'ils refassent une élection législative en 2025, OK? Et sous le régime de la 4e République. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont nommer un Premier ministre de la 4e ou de la 5e République. Sinon, aujourd'hui, ces députés qui sont là sont toujours là en application de la Constitution de 1992 et sous le régime de 92, avec une Constitution qu'ils appellent de 2024, qui est la Constitution de la 5e République, qui est mise en application mais qu'on n'applique pas, qu'on regarde et qu'on tire de temps en temps des éléments dedans parce que ça les arrange. Et ce que ça les arrange pas, ils retournent à l'ancien. Non mais le Togo, c'est Disneyland. C'est Disneyland, je vous dis. Merci, Maître Alexiou. Je pense que nous sommes à la fin de cette émission. Vous allez terminer quand même par votre mot de fin et puis faire en tout cas un petit commentaire sur les principales violations des droits humains au Togo qui inclut réellement la répression de la liberté d'expression et de réunion où les autorités ont suspendu des journaux et emprisonné des journalistes pour diffamation ou publication de fausses information. Il y a aussi les tortures et mauvais traitements, les arrestations et détentions arbitraires. Il y a aussi recours excessif à la force, sans toutefois oublier en dernière position la corruption. Et vis-à-vis de cela, pour terminer, le moment de Tikpi Atadam, est-ce que vous croyez que c'est un moment qui peut arriver? Et comment vous l'expliquez? Depuis que cet homme est parti, ça devait quand même prendre effet et maintenant, on ne peut plus l'entendre. Tout est déjà chamboulé. Ça sera votre dernier mot. Oui, alors je partirai sur deux mots que je retiens chez vous, la corruption et puis les droits de l'homme. Si j'ai un conseil à donner à Faure Gnassingbé, c'est de faire du ménage. Je crois que ce n'est pas la première fois que je dis ça. De faire du ménage autour de lui. Ben, s'il a vraiment envie de continuer par exercer le pouvoir, de rester même avec la force au pouvoir, au moins qu'il fasse du ménage autour de lui. Du vrai ménage. Parce qu'autour de lui, il n'y a que des crapauds. Quand je dis, je pèse mes mots quand je dis ça, il n'y a que des gens, des profiteurs, des gens qui sont là uniquement pour leurs intérêts. Et uniquement pour leurs intérêts. Vous savez, c'est à un moment donné, comme disait le feu Thomas Sankara, il faut savoir choisir. Il faut choisir entre le champagne pour certains ou l'eau potable pour tous. Aujourd'hui, il n'a que des champagnes, des gens qui boivent du champagne autour de lui. Et l'eau potable pour tous, il n'en a jamais depuis 20 ans. Il n'y en a pas. Donc ça, c'est parce qu'il a autour de lui des médiocres, des gens qui n'ont... Soit, je pense qu'il y a des intellectuels parmi eux, mais qui sont des intellectuels plutôt vendus, des farfelus, parce qu'ils ont accepté de vendre leur intelligentsia contre de l'argent, uniquement de l'argent. On ne vit pas que pour l'argent. En oubliant que le Togo ne se résume pas à un gouvernement, à un parlement et à quelques amis. Le Togo, ce n'est pas cela. Le Togo, c'est tout un peuple, c'est toute une population, c'est des gens qui sont de partout. Donc, ces amitiés qui sont autour de lui, qui le trompent, qui font croire qu'ils ont la manière de faire pour qu'il reste longtemps au pouvoir. Le problème, c'est que s'il va avoir un problème un jour, leur départ sera très difficile.
le départ ne sera pas le départ que moi j'imagine, c'est-à-dire dans la fluidité, dans le calme, dans la compréhension, dans le respect de soi. Je crains que ça ne soit pas comme cela. Parce que ceux qui sont autour de lui font tellement de mal qu'il y a des Togolais qui ne sont pas prêts à accepter de pardonner. J'en discutais encore avec dans un panel de Togolais la dernière fois. Les gens, quand j'ai parlé de pardon entre nous au Togo, mais je me suis fait vraiment remballer. Je me dis, les gens m'ont dit, mais vous n'avez rien compris. Peut-être que vous ne voyez pas ce qu'on fait au Togo. Je dis, non, moi, j'ai subi aussi des choses. Ma famille a subi des choses. Non. Les gens ne sont plus prêts. Donc, vous voyez, c'est pour cela que je dis qu'il faut revenir à de bons sentiments, à faire les choses comme il faut. Pour ce qui est de la vie que... Vous voyez, cet acte de Agba, de la famille Agba, c'est encore un mal de plus. C'est quelque chose qui détruit. Je dis chaque fois qu'il faut unir les gens, il faut chercher à régler le problème. Comment on fait pour trouver un moyen de concilier le peuple togolais? Mais on vous dit ça. Le lendemain, on vous dit qu'il y a un truc comme ça. Mais comment voulez-vous concilier les gens? Agba, il est de Kouméa, donc il est Kabien comme lui. C'est son frère, direct. Mais si ton frère te fait quelque chose, appelle-le, discute. Voilà. Moi, j'ai connu son père. Il y a des mains quand dans le groupe des Kabyens, quand il y a un qui déconne, il appelle ça un conseil. Le seul conseil, il a réuni plusieurs Kabyens, parce que les Kabyens ne sont pas uniques. Hein. Il faut savoir qu'il y a des Kabyens de village en village, de endroits qui ne sont pas, c'est pas exactement les mêmes personnes.